À la une ce soir, les témoignages de Martiniquais présents au Royaume-Uni après les attentats d'hier soir. Attaques au couteau et au fourgon. Certains de nos ressortissants ont échappé de justesse à l'horreur. Vous entendrez leurs témoignages dans le cours de ce journal. À la une également, les contrôles routiers renforcés en ce week-end prolongé. Notre caméra a pu embarquer à bord d'un véhicule de gendarmerie. L'une de ces opérations s'est déroulée cet après-midi. Rendez-vous au jardin touche à sa fin. Ce dimanche, des milliers de visiteurs ont pu déambuler dans ces espaces fleuris. Ce soir, reportage au jardin de l'habitation Clément pour un atelier de création créative. Le Golden Lion et le RC Saint-Joseph, victorieux du trophée Mutuel Margaillard remporté hier soir face aux équipes guadeloupéennes. Résumé de la soirée dans votre Sport Week-end présenté par Karil Chassol. Et puis notre invité ce soir, Ahmed Silla, jeune humoriste qui est présent en ce moment en Martinique pour une tournée pour son spectacle avec un grand A. Nous serons tout à l'heure. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais d'abord, la politique avec ses différents rendez-vous ce week-end. D'abord, les candidats aux législatives n'ont plus que 6 jours pour faire campagne avant le premier tour. Ce dimanche, le mouvement Combat ouvrier, lutte ouvrière, a réuni ses candidats. Ce matin, à Fort-de-France, les prétendants ont rappelé leurs engagements et leurs objectifs pour chacune de leurs circonscriptions. Je vous propose de les écouter. Ils sont au micro de Johan Boulard. Nous commandons que ni un SMIC à 1 800 €, qu'il y aurait les pensions, parce que ce n'est pas normal que ni des gens qui sont tombés dans la déchéance comme ça. Ça veut dire qu'il y a un problème, que la banque alimentaire qui a servi autant de repas, il y a un problème dans la société. Déjà, interdire les licenciements, permettre que lever les secrets bancaires, permettre que travailler, trouver travail, répartir le travail, tout le monde parce qu'il nie l'argent, il faut qu'il trouve l'argent, il nie. La CTM vide là, il y a tout là, tout partout, et même messieurs mon plaisir qui sont capitalistes, et puis un bus qui a fait tout partout le nord. Mais bus la CTM garé, mais là qui a fonctionné. Nous travaillons, faut que dites ces messieurs que quitte yo à dans camp yo, quitte yo fait encore yo parce un complot qu'il a entre Marie-Jeanne et puis les Chimi. On les deux peuples là qui ont fait ce bêta là. Alors nous pas casser ça, faut pas peuple là pas sentir trompé parce que trompé on les bêtes là. Nous sommes confiants sur un point. Notre programme est juste et nous sommes les seuls à le défendre. Sur ce point, nous sommes confiants. Maintenant, lorsque les travailleurs sont prêts, si ça n'est pas cette fois, ils vont se l'approprier. Mais de toute façon, ils se l'approprient tous les jours, quotidiennement, lorsque dans les entreprises, il y a des luttes, il y a des grèves, il y a des revendications. Et puis hier soir, le parti Nous Pepla donnait rendez-vous au Lamentin à ses partisans pour un meeting avec ses candidats de la circonscription du centre, Gérard Talmoncy et sa suppléante. Le prétendant au poste de député revient sur sa dynamique de campagne au micro de Louis Sabas. Il ne nous a pas échappé que cette année, nous avons été au cœur du débat politique sur un certain nombre de questions importantes pour les Martiniquais, comme les questions de santé, les questions d'environnement, les questions de la transition énergétique. Depuis la création de Nous Pepla, il n'y a eu qu'une élection qui était une élection locale, c'était celle de la CTM. Nous avons mené, comme je vous l'ai dit, le débat politique et puis nous avons cru bon nous positionner pour les élections législatives parce qu'un certain nombre de problèmes qui nous concernent doivent être réglés de manière au niveau du Parlement en partie. Nous souhaitons être présents, nous l'avons toujours dit, à la fois dans les assemblées et dans les mobilisations populaires sur le terrain. Donc c'est ce que nous faisons en Piandidant, en Piandéro, dans le peuple, dans les combats des Martiniquais. Nous ne nous faisons aucune illusion. Comme nous disions hier pour la CTM, nous disions que la CTM offrait des leviers qu'on pouvait activer, mais que ces leviers étaient limités, qui n'étaient pas suffisants. Il en va de même pour l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale pourra nous donner des leviers, mais des leviers qui sont limités et insuffisants. Cela étant, c'est le même projet, nos peuples-là, le projet alternatif que nous portons dans l'intérêt du peuple martiniquais, eh bien, que nous déclinons à chaque élection en fonction de l'intérêt des élections pour ce projet, en fonction de l'intérêt de l'outil que l'élection nous permettra de maîtriser pour porter encore ce projet. Voilà pour la page politique. Dans le reste de l'actualité de ce dimanche, opération Rendez-vous au jardin, une vingtaine de ces lieux fleuris ont ouvert leur espace aux visiteurs ce week-end. Après le jardin de Mandezès hier, direction l'habitation Clément, des ateliers créatifs étaient proposés aux amoureux de la flore. Le reportage de Camille Joseph. On va essayer de la récolte. Hop. C'est juste ça.
Par petits groupes, les visiteurs sont partis pour une promenade particulière dans les jardins de l'habitation. Un jardin que certains connaissent déjà, mais aujourd'hui, la balade prend des allures de récolte. Ils récupèrent au sol des éléments végétaux qui vont ensuite utiliser dans un atelier pour créer des personnages. Avec les végétaux ramassés, les participants laissent libre cours à leur imagination. Formes, textures, couleurs, tout est déjà présent dans la nature pour réaliser de véritables œuvres d'art. J'ai un sac que j'ai fabriqué et dedans il y a des graines. Et tu vas en faire quoi? Eh ben, je vais le garder, je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais en faire. L'idée c'est de ne pas avoir d'idée, de laisser les choses se faire de manière instinctive. C'est comme si mon petit enfant intérieur s'amusait, il ramassait des trucs comme quand j'étais petit. C'est ça l'idée, et puis je vais voir ce que je vais en faire. Donc je pense qu'on va être bien pour créer là. On est bien pourvu et on va faire de belles choses à mon avis. On part pour l'atelier, c'est parti. La pâte à sel, on va prendre un petit peu comme ça. Les portraits commencent à prendre forme. Les oreilles, la bouche et les yeux sont réalisés à partir de graines, de feuilles ou encore de brindilles. Il s'appelle Monsieur Pas Content, Monsieur Georges, Petite Mamie. Avec son foulard sur la tête. Ou encore Achiki. Je vous présente Monsieur Poil. 2 heures de visite et de création. Cassandre, Sarah, David et les autres sont repartis avec leurs créations éphémères, mais surtout avec un œil plus aiguisé pour admirer la nature qui les entoure. Revenons sur l'information principale de cette édition. Le Royaume-Uni de nouveau face à un acte terroriste. 12 personnes arrêtées ce soir après les attaques au couteau et au fourgon d'hier aux environs de 23 h au cœur de la capitale britannique. 3 assaillants ont percuté des piétons au quartier de London Bridge avant de descendre et d'atteindre des passants avec des armes blanches. Ils ont tous été abattus par la police. Bilan provisoire, 7 morts, 48 blessés. Un Français figure parmi les disparus, 4 sont sur la liste des blessés. On va prendre maintenant la direction du Royaume-Uni. Écoutez ces témoignages de Martiniquais installés en Grande-Bretagne depuis plusieurs années ou simplement de passage. Certains ont échappé, je vous le disais, in extremis à la scène d'horreur. Vous étiez où hier soir exactement? On était à London Bridge justement et puis on s'est promené un petit peu partout dans Londres. Et on devait justement visiter la tour Charles. Le Charles, la grande tour là où on domine un petit peu une grande partie de Londres. Et on devait y retourner à 21 h et on était un petit peu fatigué. Et c'est à notre retour qu'on a su que, 10 minutes après qu'on a su qu'il s'était passé quelque chose là. Bon, on a échappé belle, on va dire ça comme ça. Normalement. Là, il nous reste encore une semaine. Et vous allez... C'était 15 jours, on allait avec une semaine et il nous reste encore une semaine. Et on doit se rendre justement à London Bridge puisque c'est dans le cadre d'une formation. Alors j'habite à Wapping, c'est près de Tower Bridge, c'est dans Tower Hamlets, donc pas très loin de London Bridge, actuellement. Et tu étais où hier soir? Hier soir, on rentrait en taxi en fait. On avait passé la journée sur la côte anglaise et on rentrait en taxi en rentrant à la maison. On a des amis qui actuellement à Martiniquais qui restent chez nous et ils nous ont dit d'allumer la télé, que quelque chose venait de se passer. C'est vrai qu'on avait entendu quelques sirènes et les hélicoptères, mais on n'avait pas pensé que c'était l'information qu'on nous a donnée après. Donc on était, franchement, nous on rentrait de notre journée sur la côte anglaise lorsqu'on a appris ce qui venait de se passer. Et du coup, quelle a été la réaction? Déjà, la première réaction, ça fait de la peine. Ça fait toujours de la peine de voir des choses comme ça qui se passent. Après, ici en Angleterre, la chose qu'il faut savoir, c'est que les informations sont assez filtrées. Donc au début, on ne savait pas vraiment ce qui s'était passé. On n'était pas au courant que ce soit le nombre de morts ou le nombre de blessés. On savait que des incidents et des coups de feu avaient été tirés, que la police était en train de bloquer toutes les routes, mais on savait même pas si c'était un acte terroriste, rien du tout. On ne nous donne pas beaucoup d'informations ici au début. Donc j'habite à Reading, c'est une ville qui a une demi-heure de Londres.
Ça fait 5 ans que j'habite ici et hier soir, au moment des attentats, j'étais chez moi. J'ai appris qu'il y a eu des attentats par un SMS que j'ai reçu d'une amie dont la sœur habite à côté du London Bridge. Je dirais que personnellement, je ne ressens pas de peur particulière. Comme la plupart des Britanniques, j'essaie de passer au-dessus de ça, de continuer à vivre normalement. En particulier, il y a les General Elections la semaine prochaine et je crois qu'ils s'accrochent vachement à ça. Et donc, ils ne se laissent pas intimider, la vie doit continuer. Voilà pour ces témoignages et pour ceux qui ont de la famille au Royaume-Uni, notez ce numéro vert ouvert par le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères, le 01 43 17 51 00, le 01 43 17 51 00 pour avoir des informations sur toutes les victimes. Votre émission Destin d'Outre-mer ce soir, dernière de la saison, avec un best-of, les meilleurs portraits, ceux que vous avez le plus aimés, ceux qui vous ont le plus marqué. Tout de suite, un extrait. D'après certains témoins qui sont venus à l'hôpital, me disaient que j'étais cliniquement mort parce qu'ils avaient déjà mis un drap et que les médecins avaient déjà abandonné le corps sur le bas-côté de la route, mais qui sont revenus après, plusieurs fois à travailler parce qu'ils sentaient qu'il y avait quand même des signaux. Je reviens après un mois de coma, et là, je me rends compte de ma situation. Donc, effectivement, je réalise que j'ai plus le bras. Donc, je réalise que je suis plus dans un cauchemar, en fait, c'est la réalité. Le prêtre, c'est un homme comme les autres. On a une vie particulière, mais ce n'est pas un ange comme on a voulu faire de lui. Enfin, on a une famille, on a des amis, on a une histoire, des blessures, des joies, enfin... On est des hommes comme les autres. Donc j'allais enfin découvrir qui était mon père. Et je me rappelle de ce jour-là. Ma fierté, mon assurance se sont transformées en sidération parce que mon père, quand il m'a coincé contre le mur, il m'a dit « T'as déjà vu un père amoureux de sa fille ?» Il a mis sa langue dans ma bouche. Et de ce jour, ont commencé les autres agressions que j'ai subies de mes 11 ans à l'année de ma terminale, donc l'année de mes 17 ans. Destin d'Outre-mer, la dernière de la saison, juste après ce journal présenté par Alexandra Élysée. Restez avec nous à suivre dans votre journal les images du défi GFA Caraïbes, un tour de la Martinique en kitefoil, réalisé ce matin par un Martiniquais. Et puis le Festi-Parc au Palais des Sports du Lamentin a un aperçu des activités loisirs qui étaient proposées ce week-end aux jeunes et moins jeunes. Mais d'abord, notre invité ce soir, il est passé au festival de Marrakech de Jamel Debbouze. Il a aussi participé à l'émission On n'en demande qu'à en rire. Et il fait évidemment partie de la jeune génération d'humoristes français. Bonsoir Ahmed Silla. Bonsoir. Merci d'avoir accepté. Ça va très bien. Ça vous fait Même là. Super. Moi, je ne connais pas après. Bon, on va faire l'interview en français, du coup ça sera plus facile. Avant de parler justement de votre dernier spectacle que vous jouez en ce moment en Martinique et également en Guadeloupe la semaine prochaine, on regarde tout de suite un extrait de vos réalisations. Ah, moi j'ai grandi avec tous les clips de Michael Jackson à la télé. Quoi? Hein? Code France. Who's bad? Et bref, quand Michael Jackson est mort, et ben moi j'ai eu comme une révélation. Ça fait tilt dans ma tête, alors je suis parti avec voir ma mère. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai dit maman, écoute, voilà, ça y est. Je sais qu'avec papa vous faites un sang d'encre, que vous savez pas trop où je vais, mais voilà, j'ai enfin trouvé ce que je voulais faire. J'ai enfin trouvé mon chemin. I find my way. Maman, ça y est, c'est décidé, je veux faire Michael Jackson. Ah! Tu aimes les enfants, toi, maintenant? Ah non! Non, moi, je veux danser comme Michael Jackson. La danse, Ahmed, arrête tes bêtises, la danse, là, c'est pour les filles. Mais non, maman, Michael Jackson, c'est pas un prénom de fille. Hé! Michael Jackson, c'est une fille. Ah! Quelqu'un qui fait comme ça tout le temps, il a pas mal aux zizi, c'est une fille? Ah. Non, tu vois, toi, si tu veux faire des spectacles, bon, ben, tu peux faire rigoler des gens. Non, tu vois, moi, je dis ça parce que, bon, ben, toi, tu es drôle. Ton corps, il est drôle. Voilà pour cet extrait. On le voit, vous utilisez un petit peu les repères des jeunes générations. Est-ce que c'est votre public ? Ouais, bien sûr. J'essaye d'être le plus universel possible. C'est un peu notre marque de fabrique avec les équipes avec lesquelles je travaille. On essaye vraiment de toucher un petit peu à tout, de raconter un parcours et d'apporter vraiment quelque chose de très multiculturel déjà,
et de transgénérationnel. Alors vous avez fait un premier spectacle ce vendredi au Roncarbert en Martinique. Exact. Comment s'est passée la rencontre avec le public martiniquais? Super. En fait, j'ai rencontré pour la première fois mon public antillais en Guadeloupe la semaine dernière. C'était quelque chose de très flippant au début pour moi, parce que j'appréhendais un petit peu, je savais pas dans quoi je mettais les pieds, même si c'est des gens qui me suivent et qui avaient envie de voir mon spectacle. Mais ça s'est super bien passé. Et quand je suis venu vendredi en Martinique, bah voilà, j'étais beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus détendu, et ça a donné lieu à une soirée assez cocasse. Alors dans vos one-man show, on l'a vu, vous faites l'accent africain, sénégalais. Ouais. Vous êtes d'ailleurs origine du Sénégal, mais vous faites aussi l'accent antillais. Ouais. Comment les Antillais ont réagi face à cet accent? Bah alors, pour la petite histoire, quand j'ai pris l'avion de Guadeloupe pour arriver en Martinique, l'hôtesse de l'air m'a dit « Vous faites très mal l'accent antillais ». Donc voilà, je sais pas comment je dois prendre. Elle m'a dit « Il faut travailler encore un petit peu ». Mais non, mais c'est très dur, parce que évidemment, on essaye de toujours pas caricaturer, mais d'apporter toujours un peu d'humeur à l'accent. Donc. Et pour votre premier passage en Martinique, vous allez essayer d'en profiter justement pour vous inspirer. Ouais, là j'ai de très bons professeurs. Là, j'ai notre référent ici s'appelle Jean-Claude. Je pense que ça va être mon tonton antillais, mon tonton martiniquais. Alors. De quoi est fait votre humour? Je disais tout à l'heure, vous prenez des références qui parlent aux jeunes de 20, de 25, de 30 ans. Mais est-ce que vous abordez aussi des sujets un peu sérieux? Ouais, en fait, je raconte tout ce qui me touche moi. Par exemple, je parle de racisme dans mon spectacle à travers un sketch sur la parfumerie, et où je rencontre une vendeuse de parfums qui est sur les bords un peu raciste, mais c'est du raciste un peu au quotidien qu'on peut retrouver voilà, un peu partout en France de temps en temps, comme ça, quand on se balade. Quand il y a eu les histoires d'attentats à Paris, pareil, on a essayé pas d'oublier, mais en tout cas de se rappeler tout en apportant un petit peu d'humour, un petit peu de légèreté, pour pas tomber dans ce cauchemar-là, quoi. C'est ça ce qu'ils veulent, en fait. Donc ouais, je raconte un petit peu tout ce qui me touche, et ouais, j'ai pas de limite. Et quels sont les artistes qui vous inspirent? Les artistes qui m'inspirent, il y en a eu pas mal. C'est vrai que quand j'ai commencé à regarder les humoristes à la télé, je suis tombé sur Raymond DeVos à l'époque, que j'ai beaucoup apprécié. Louis de Funès en tant que, voilà, j'appelle ça un danseur humoristique. Évidemment, ouais. Ça, c'est des grands classiques. Après, évidemment, j'ai grandi avec toute la génération Jamel Debbouze, Gad Elmaleh, Florence Foresti et j'en passe. Mais j'essaie d'avoir mon propre style, ma propre énergie, et ce qu'on me dit souvent, on me qualifie comme quelqu'un de bonne humeur. Voilà, j'aime à ce que les gens ressortent avec la banane du spectacle. Ah ben, c'est important pour ce métier. Ouais. Alors on va continuer en vous demandant quels sont vos projets pour l'avenir. Qu'est-ce que vous voyez faire dans les 20 prochaines années, dans les 15 déjà, peut-être revenir en Martinique, voilà, ça c'est une première chose. Revenir en Guadeloupe, aller en Guyane, puisqu'on est attendu là-bas. La Réunion aussi, j'ai envie de faire une vraie tournée comme ça aux Antilles. Les projets, il y a un petit peu de cinéma qui est en train de se profiler dans un avenir assez proche, parce qu'on est sorti de l'ascension, le public a été au rendez-vous, donc on va essayer d'approfondir un petit peu le cinéma, et puis l'écriture d'un nouveau spectacle. Voilà. Et en espérant que le public soit toujours au rendez-vous. Eh bien, j'espère aussi pour vous. Je rappelle que vous êtes justement donc pour une deuxième date ici en Martinique. Ça sera mardi prochain au Roncarbert. Merci beaucoup. Merci Jean-Marc. Ahmed Silla d'avoir accepté notre invitation ce soir. Alors, je pose une question. Connaissez-vous le kitefall? Le kitefall? Oui. Non, ça doit être de l'eau, ça. Alors oui, c'est un sport nautique qui allie le kitesurf et le foil. Un jeune Martiniquais en a fait sa passion. Il s'appelle Olivier Blotière. Il a décidé de rallier la pointe du Rocher, c'est dans le nord de la Martinique, à Fort-de-France, via la côte atlantique en kitefall. Justement, regardez les images de son arrivée à la pointe des Nègres après 5 heures de navigation. On écoute tout de suite sa réaction au micro de Camille Joseph. Le début du parcours a été très difficile, surtout de la Perle jusqu'à la Caravelle. C'était le vent dans la tête, des grains, beaucoup de mer, des sargasses aussi. Du coup là j'ai pas mal été découragé et heureusement par la suite ça a été beaucoup mieux. J'avais juste à tourner la tête pour voir l'équipe qui me faisait des signes et qui me disait allez, allez. Et du coup on a continué. Et une
fois le rocher de la Caravelle passé, ça allait beaucoup mieux. Avec le kite, il faut quand même un minimum d'expérience, surtout pour commencer à faire du foil. Après, ça reste accessible vraiment à tout le monde. Faut pas croire que c'est inaccessible. C'est possible de progresser très vite en kite, notamment en foil aussi. Voilà pour ce défi courageux. Et puis on termine ce journal avec les images du Festi-Parc, ce parc d'attractions éphémère ce week-end. C'était au Palais des Sports du Lamentin, 4000 m² d'activités loisirs et culturelles pour les jeunes. Petit aperçu avec ces images signées Johan Boulard. On s'est bien éclaté. On s'est bien éclaté. Quoi faire. Voilà, on peut pas s'ennuyer. Il y a de quoi manger, c'est super bien quoi. C'est top. Ouais, il y a de quoi boire. C'est le top. Bien, voilà. C'est vraiment, c'est franchement bien. Je pense que c'est une très bonne idée parce qu'en fait, dans un même lieu, il y a plusieurs activités. Il y a aussi bien les petits, les grands et même pour les adultes. Les enfants s'amusent énormément. C'est un bon petit bain, les chemins là, ils bien, moi je viens chemins, bien papier, bien amusé quoi, et puis voilà. Voilà, c'est la fin de cette édition. Restez avec nous dans quelques instants. Le Sport Week-end avec Carrie Chassol. À tout de suite.